aujourd'hui, est-ce que tu essaies de te positionner avant ce TGE, après ce TGE, qu'est-ce que tu recommandes? L'investissement pré-TGE, donc avant que le token n'existe, et donc je peux générer mes token metrics, on permet d'économiser à peu près 90% du temps par rapport à quelqu'un, un porteur de projet qui le ferait tout seul, va réduire sa facture par à peu près 80%. C'est la discipline qui consiste à calibrer l'économie de son token. Il y a plusieurs modules qui permettent de construire une tokenomics complète. On a d'abord J'appelle ça le token for le blockchain for all ou blockchain for good. On l'appellera comme on veut. Mais si tu veux, c'est ces produits dont tout le monde a besoin, mais qui ont un business model qui est très difficile. Ok, tu penses à quoi par exemple? Je pense à... Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira où nous recevons chaque semaine un nouvel expert de l'écosystème. Aujourd'hui, je suis avec Nathan. Bonjour Nathan. Salut Jérôme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nathan, tu diriges entre autres Nomics, qui est un cabinet de conseil, on peut le dire comme ça, spécialisé sur la tokenomics. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites? Yes, et écoute, oui, on est plus une boîte de développement en software qui développe effectivement cet outil qui permet aux projets de construire leur tokenomics et de générer un light paper. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui notre MVP. Ok. C'est un outil qu'on a mis pas loin de 2 ans entre la recherche et le développement et la recherche métier et le développement produit à sortir. Donc ça veut dire que si moi demain j'ai un projet crypto, un projet blockchain, je peux me connecter sur l'outil, entrer mes différentes métriques et ça va me sortir une tokenomics et un light paper, donc un document technique qui résume le projet, quoi. Exactement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te créer un compte et l'avantage c'est que nous, c'est ce qui nous a mis du temps, c'est toute l'intelligence derrière, on a encodé des templates économiques qui te permettent en fonction d'un secteur que tu vas choisir, parce qu'il y a des codes et des modèles économiques qui sont propres à chaque secteur. Donc en fonction du secteur que tu choisis, tu vas avoir des templates économiques à disposition qui te servent de base pour créer ta tokenomics, ou en l'occurrence la partie token metrics, qui est une sous-partie de la grande famille tokenomics. C'est quoi, peut-être pour les gens qui nous écoutent, comment tu définirais la notion de tokenomics? C'est quoi une tokenomics? Et puis après on verra ce que c'est qu'une bonne tokenomics. Écoute, donc la grande famille tokenomics, si tu veux, donc c'est la discipline qui consiste à calibrer l'économie de son token. Il y a plusieurs branches, il y a plusieurs modules qui permettent de construire une tokenomics complète. On a d'abord la partie token metrics, ou aussi connue sous le nom de token financials. Donc ça va vraiment être token supply, allocation, vesting, fundraising. Voilà, et tous ces critères-là qui te permettent vraiment purement... Les espèces de camemberts qu'on voit. C'est les camemberts. 10% pour les investisseurs, 20% pour l'airdrop, liquidity mining, 15%, c'est ces trucs-là. Exactement. Ça, c'est la partie token metrics. Voilà, ça, c'est vraiment l'information qui te permet de lever des fonds, qui va intéresser l'investisseur. Voilà. Ensuite, le deuxième gros module, c'est ce qu'on va appeler l'économie conceptuelle, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de flux au sein de l'économie, comment fonctionne mon token, quelle est l'utilité de mon token, qu'est-ce qui, dans mon protocole, va créer des mécanismes de pression acheteuse. Voilà, ça c'est l'économie conceptuelle. Et puis la troisième partie, que les projets vont avoir plus ou moins, dont ils vont avoir plus ou moins besoin, c'est la partie data mining, c'est-à-dire recherche de data, pour essayer d'avoir des scénarios plus ou moins plausibles à un instant donné quand l'économie aura atteint un stade de maturité A, B ou C. Ok, hyper intéressant. Et donc ça veut dire, finalement vous faites un service clé en main pour un projet qui voudrait se lancer, quoi. Exactement, c'est ça. Et le premier, notre produit se concentre justement sur la partie token metrics. Et donc je peux générer mes token metrics. On permet d'économiser à peu près 90% du temps par rapport à un porteur de projet qui le ferait tout seul. Il va gagner 90% de temps, il va réduire sa facture par à peu près 80%. Ah oui, c'est quand même pas mal. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce qui fait une bonne tokenomics du coup? Parce qu'il y a c'est comme les chasseurs, quoi. Il y a les bonnes et les mauvaises tokenomics. Qu'est-ce qui fait une bonne tokenomics? Écoute, question sans fin. Les codes de l'écosystème évoluent tellement vite. En fait,
bon, moi, comment je vois la chose, c'est que la partie token metrics, token financials, va te permettre d'identifier des red flags. Ok, des conditions d'achat qui sont identiques par exemple sur une pré-seed ou sur un seed, alors que les investisseurs sont rentrés plus tôt, ont pris plus de risques. Pour moi, ça peut être interprété comme un red flag. Un manque de vesting sur un round stratégique, ça peut être un red flag. Maintenant, encore une fois, c'est sujet à interprétation. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir des gens qui vont préférer faire sortir le plus vite possible un maximum d'investisseurs parce qu'ils se disent ok, c'est sorti, maintenant je peux lancer mon marketing et j'ai pas le risque si tu veux d'une pression vendeuse trop forte dans les premiers mois qui vont suivre mon TGE. Alors TGE, tu peux préciser ce que c'est ? Token Generation Event, c'est-à-dire la première mise en circulation d'un token sur le marché. Donc c'est le moment où je déploie mon ERC20 qui crée le token, et où je le mets sur le marché et où il est accessible librement. Quoi. Que tu es lancé sur un DEX ou sur un échange décentralisé ou sur un échange centralisé ou peu importe. Ça, c'est le Token Generation Event. Et voilà, il y a plusieurs approches pour, entre guillemets, la bonne ou la mauvaise tokenomics sur la partie Token Financials. Encore une fois, c'est vraiment, voilà, nous, on considère qu'il faut un juste milieu, c'est-à-dire que tu fais, grosso modo, sortir personne avant un minima 6 mois. Mais voilà, encore une fois, c'est des codes qui évoluent dans l'espace d'un an. Par exemple, sur un vesting de team, on est passé de pratiques en général de 3, 4, 5 ans à 18, 24 mois. Donc, tu vois, c'est des codes qui changent sans cesse. Donc voilà, c'est ça qui fait que la discipline est en constante évolution. Maintenant, voilà, ça c'est très propre au token metrics. Ensuite, sur l'économie conceptuelle, écoute, encore une fois, il y a plusieurs approches. Celle qui consiste à vraiment insérer l'utilité du token au cœur de l'économie pour être sûr que ce soit un point de passage nécessaire à chaque action d'un utilisateur et donc faire que le token est utile et donc qu'on a besoin de l'acheter et que donc on exerce une pression acheteuse sur ce token. Voilà. Mais encore une fois, c'est un code, si tu veux, un code de bien pensant. On voudrait tous que ça se passe comme ça, ou en tout cas, le marché exige que ça se passe comme ça. Maintenant, tu as des coins qui n'ont pas d'utilité. Je peux prendre l'exemple d'Arkham, par exemple. Le code ne sert à rien. Et pourtant, tu as une market cap en centaines de millions de dollars. Parce que, voilà, je suis même pas sûr d'avoir une explication à ça, mais c'est simplement que l'outil a tellement d'utilisateurs que tu as certainement une partie de ces utilisateurs qui, pour soutenir le projet, achètent le token. Et d'ailleurs, je me permets une parenthèse là-dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui est d'ailleurs bien. On en parlait d'ailleurs avec un gars de tes équipes. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un use case qui est très propre au Web3 et qui est très intéressant. Et je m'explique. J'appelle ça le token for le blockchain for all ou blockchain for good. On l'appellera comme on veut. Mais si tu veux, c'est ces produits dont tout le monde a besoin, mais qui ont un business model qui est très difficile. Ok, tu penses à quoi par exemple ? Je pense à Arkham. Ok, tu peux préciser un peu ce que c'est Arkham pour les... Alors Arkham, c'est un outil d'investigation on-chain et d'analytique. Donc ça permet, si tu veux, de faire des clusters, de voir des clusters de folios, voir s'il y a eu du copinage, voir s'il y a eu tout ça. Ça permet de faire de l'enquête en source ouverte avec la blockchain. Ça rend la blockchain lisible, quoi. Exactement, voir, tu vois, qui s'en est mis dans les poches, à quel moment, etc. Donc c'est un outil dont on a absolument besoin. Ça permet ensuite à Darkemy de faire ses... parenthèse. Non, mais c'est clair, ça permet aux débunkers, et Mini CryptoSlow, il y en a plein en France, de faire leur analyse et de rendre service à tout le monde. Bien Maintenant, le problème de ce logiciel, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a personne qui est prêt à payer. C'est-à-dire que je suis un particulier, je vais pas payer moi quelque chose dont toute la commune a besoin. Ou alors, si tu veux, le marché est trop faible. Parce que c'est un outil qui sert aux journalistes d'investigation, mais si tu veux, tu vas pas faire un outil qui sert aux journalistes d'investigation, le marché est ridicule. C'est 10 personnes, quoi. C'est 10 personnes. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Mais pourtant, on en a besoin de tous. Et pour moi... c'est le truc de la tragédie des communs, ou des choses qui sont utiles à tout le monde. Exactement. Mais en fait, suffisamment peu qui fait que personne n'a vraiment envie de payer pour, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que blockchain, token, en tout cas, et ce que j'appelle blockchain for all, blockchain for good, c'est pour moi l'émergence d'un nouveau business model qui profite à la société, que je trouve super intéressant et qui se doit d'être, si tu veux, qui se doit d'être montré, supporté. C'est un peu comme si on faisait des cagnottes, sauf que là, dans ta cagnotte, ton argent, tu sais que tu le reverras pas. Là, en crypto, si tu investis sur un token et que ça monte, tu auras en plus de ça
fait un bon investissement. Et Ok. donc je trouve que c'est un business model qui est intéressant. Ok, hyper intéressant. Donc ça pourrait être un exemple pour toi d'une bonne tokenomics. En tout cas, c'est pas forcément l'exemple d'une bonne tokenomics, c'est l'exemple qu'un token qui ne sert à rien peut quand même s'insérer dans un schéma ultra positif. Ok. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, alors, des exemples de tokenomics que tu trouves intéressantes ou Alors là, pour prendre un contre-exemple, si tu veux, on peut aller piocher dans le gaming. Ouais. On peut aller piocher dans le gaming. Pourquoi Tu vois, on a des jeux comme Big Time, par exemple, qui sont encore pas fait beaucoup de bruit, mais qui sont super intéressants. Ou Revenge, parce que c'est posé par un porteur de projet français. Là, si tu veux, le token prend une utilité au cœur de l'économie. C'est-à-dire que pour acheter une feature, une arme, etc., tu as besoin du token. Et le token, si tu veux, devient la monnaie absolument du jeu, la incontournable. monnaie du système, et donc si tu veux y jouer, tu as besoin de la détenir, quoi. Exactement. Et donc, tu vois, tu as deux modèles qui sont complètement différents. Et voilà, c'est pas à moi de dire si, tu vois, il y en a un qui est bon, l'autre qui est pas bon. Il y a plusieurs use cases, il y a plusieurs business models. C'est pour ça qu'une tokenomics, en tout cas sur la partie économie conceptuelle, sera toujours propre à un projet. Ok. Une des choses, si je ne m'abuse, qui t'a amené à créer Nomics, c'est le fait que tu as passé énormément de temps à analyser le fonctionnement des projets, à savoir, au début avec une perspective assez investisseur, hein, on peut le dire, à savoir, ok, quels sont les projets qui sont intéressants, quels sont les projets qui présentent des asymétries positives de risque-bénéfice. On parlait tout à l'heure en off de l'importance du TGE, donc du Token Generating Event, le moment où le token apparaît. Comment tu te positionnes aujourd'hui? Est-ce que tu essaies de te positionner avant ce TGE, après ce TGE? Qu'est-ce que tu recommandes? Écoute, l'investissement pré-TGE, donc avant que le token n'existe, par rapport à l'investissement post-TGE, bon, pour moi, il y a des pour et il y a des contre. J'affectionne, quand c'est bien fait, effectivement, l'investissement pré-TGE. Mais je vais expliquer pourquoi. Donc, quand tu investis pré-TGE, tu manques de garantie. C'est-à-dire que tu sais pas si le token va aller au bout. Tu as donné de l'argent à un mec, tu sais pas si effectivement... tu as signé un papier, tu lui as fait un virement. Exactement. Et le reste appartient à l'univers, quoi. Exactement. T'es pas sûr que le token aille au bout. T'es pas sûr de leur exécution marketing. T'es pas sûr de plein de choses. Tu vois. Néanmoins, si tu rentres sur un round de pre-sale intéressant, je te donne un exemple, mais si tu rentres sur un round pré-seed, que tu touches ton token moins 65 ou moins 60% par rapport au prix du TGE, si en partant du TGE, le token fait x3 entre le TGE et le bon prix, toi, tu auras fait x10 sur le même token. D'accord ? Donc forcément, les performances sont décuplées parce que tu as pris plus de risques, c'est bête et méchant. Voilà. Maintenant, si on prend le post-TGE, si tu veux, les avantages et les inconvénients, bon, l'avantage, c'est que tu sais que le gars a exécuté jusqu'au bout. Le token est allé au bout. Maintenant, il suffit pas de lancer un token, ça se fait en 5 minutes. Il faut qu'il y ait une grosse communauté qui soit mobilisée, il faut qu'il y ait un potentiel d'adoption, il y a plusieurs critères fondamentaux. Voilà, donc les critères, si tu veux, d'analyse un petit peu globaux, c'est avec l'équipe. La tokenomics, voir s'il n'y a pas de red flag, et voir, si tu veux, quel est le modèle tokenomics. Tu vas voir le potentiel d'adoption, tu vas voir l'apport technologique, et la force marketing. Voilà, et avec ça, tu as des critères d'analyse. Et donc, post-TGE, donc au moins le token sort. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder, en fait, si tu veux, le jour du TGE. Les 5 jours qui suivent le TGE sont absolument cruciaux. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir regarder quel est le volume. Et en fait, ça te donne un premier indice sur... voilà, est-ce que c'est que du volume market maker? Est-ce que c'est du volume organique? Est-ce que la communauté prend? Voilà, pas des ordres de grandeur d'un volume qui commencerait à être intéressant? Ça se quantifie comment? À minima 200, 300 000 dollars daily. Par jour d'échange par jour, sur le truc. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça te donne un critère pour voir est-ce que le projet est mort dans l'œuf ou pas. Voilà, si t'as 20K post-TGE, il y a un problème. Donc voilà, ça c'est le critère numéro 1. C'est de regarder le volume. Et ensuite, voilà, comment est-ce que le projet exécute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à un investissement startup où
Alors, encore une fois, avantage, inconvénient, investissement start-up, ta seule façon de récupérer ton argent, c'est de faire un exit, donc que la boîte soit rachetée, à moins qu'elle n'aille en bourse, mais c'est 1 sur 1 million ou 1 sur 10 000, je sais pas. Voilà. En crypto, l'avantage, c'est que c'est liquide. C'est liquide. Et tu récupères ton argent, tu commences à récupérer ton argent au moment du token, même si la boîte elle est jamais rachetée. Donc tu vois, ça présente un use case qui est très intéressant. Qu'est-ce que je disais ? Que le token est liquide et que du coup ça permettait d'avoir un fonctionnement plus fluide. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et ça te permet, si tu veux, par rapport à l'investissement startup, de pouvoir récupérer plus vite ta mise. Mais voilà, mais par contre, voilà, c'était ça, j'étais sur mes critères de pondération. Pour moi, que ce soit en startup ou en crypto, le critère numéro 1, ça reste l'équipe. Okay. Parce que tout le reste est conditionné à la tête de l'exécutant. L'exécution. L'idée, ça vaut rien, c'est que l'exécution. Exactement. Pour reprendre Éric Larchevêque qui arrête pas de mais qui est pas le seul à raconter ça. Il a raison, bien sûr. Tous les entrepreneurs qui ont un peu de bagage disent ça. Exactement. Et donc sur la pondération, voilà, donc l'équipe absolument important et incontournable. Ensuite, tu vas avoir un critère qui a moins d'importance en startup qu'on a beaucoup plus en crypto, c'est le déploiement marketing. Parce que tu es obligé d'avoir une communauté, tu es obligé d'avoir une adoption, si tu veux que ton token il fourmille pas, tu vois. Et tu as des projets sur lesquels, je prends Hamster Combat, t'es une startup, tu vas au Y Combinator, tu dis bonjour, je suis Hamster Combat, et on te rigole au nez. Bien sûr. T'es en crypto, exécution incroyable. Incroyable. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est beau. Maintenant, j'aimerais pouvoir me catapulter 4-5 ans plus tard pour avoir plus de data et observer le cycle, ou les cycles de plus loin, pour savoir, voilà, est-ce que les gens jouent encore au Tap to Earn et Hamster Combat dans 4-5 ans, ça je sais pas. Mais en tout cas, ça offre des perspectives nouvelles, de nouveaux business models et une façon d'investir qui est totalement différente. Okay. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent et qui, j'imagine pour l'essentiel, sont du retail en gros, comment est-ce que le retail du coup peut accéder à des deals en pré-TGE qui sont souvent des deals assez confidentiels, assez durs à trouver? Il n'y a pas vraiment de place de marché qui référence tous ces deals-là. Comment on fait pour trouver des deals qui ont des potentiels comme ça? Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Ceux qui arrivent à avoir ces deals-là, c'est soit des influx ou des KOL. KOL, c'est Key Opinion Leader, mais ça veut dire influx. Ouais. C'est-à-dire des gens qui vont pouvoir offrir quelque chose au projet, ou des mecs qui sont très bien placés dans l'écosystème. Donc il faut être connecté, quoi. Il faut être connecté parce et avoir des capitaux. Exactement, parce que les tickets minimums sont aussi beaucoup plus élevés, c'est-à-dire que post-TGE, tu vas pouvoir investir à partir de 1 euro, je schématise. Mais pré-TGE, tu vois, en général, les tickets, c'est ça minimum. n'existe pas, quoi. Ouais, même 20, 25 plutôt, ouais. Donc c'est très complexe. Mais par contre, et l'autre avantage que aussi pré-TGE, moi dans tous les deals que je fais, tu vois, j'investis pas seul. Il y a 5-6 fonds d'investissement qui, eux, sont chargés de faire une due deal très poussée. T'as un lead qui fait une due deal et ça te permet de t'assurer que le token aille au moins jusqu'au bout. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, les gars, les ICO faciles où tout le monde peut rentrer, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que normalement une ICO, un investissement pré-sale, c'est complexe. Tu peux pas rentrer comme ça, il faut être coopté, il faut être... Voilà, sinon c'est que il y a un loup quelque part. Ouais, okay. Et ça aussi c'est un nouveau red flag. Tu vois, les levées 100% communautaires, bon voilà, c'est pas... Alors il y a des cas d'usage, tu vois, il y a des exceptions, même Coin, etc., qui répondent encore à des codes complètement différents. Mais voilà. Ok. Puisqu'on est sur la question de l'analyse des projets, on peut le dire, je pense, au moment où cette vidéo sortira, l'annonce aura été faite en grande pompe. On a travaillé même plutôt, au lancement d'un programme sur l'analyse de projets crypto et l'analyse fondamentale de projets crypto. Donc c'est un partenariat qui a eu lieu entre Anomix et Alia, et j'en suis ravi d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme, sur ce qu'il contient, sur ce qu'on va apprendre aux apprenants à travers ce programme? Yes. Bah écoute, justement, l'objectif c'est de pouvoir à la fin avoir des capacités et des skills d'analyse fondamentale, c'est-à-dire pouvoir faire l'analyse que je viens de livrer moi sur un projet, savoir arbitrer. Est-ce que c'est un projet sur lequel il fait bon d'investir maintenant, pré-TGE, post-TGE, parce que parfois j'ai des deals que je refuse pré-TGE,
mais que je vais trouver intéressant post-TGE. Ouais. Parce que j'ai des doutes sur l'exécution du CEO, mais que je sais qu'après, par exemple, il a 2-3 listings qui sont déjà négociés, et donc moi je vais pouvoir me positionner juste après le TGE, voilà, presque insider, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Voilà, donc c'est leur donner aux apprenants toute cette panoplie de skills analytiques, et surtout voilà, pouvoir effectuer des analyses fondamentales, et pas être le dindon entre guillemets de la farce investissement, quoi. En étant ce qu'on appelle exit liquidity. Exactement, exit liquidity, exactement. Ça, c'est des sujets que Amy aime bien, justement. Ok, ouais, de ouf. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de s'armer pour être capables d'analyser eux-mêmes les projets et d'aller chercher leur viande d'eux-mêmes. Exactement, avec un gros volet évidemment tokenomics, lire la tokenomics, comprendre le rôle qu'elle joue dans une décision d'investissement, parce que c'est un pan important. Ouais. Encore une fois, j'ai donné mes pondérations de critères. C'est pas celui que je mets en premier. Premier équipe de marketing, et la tokenomics vient après parmi le reste des critères. Mais c'est un pan qui est incontournable. Ok. Comment tu vois l'écosystème crypto évoluer là sur les dernières années et dans les prochaines années, si on sort un peu la boule de cristal de Madame Irma? Écoute, moi quand j'ai commencé donc chez Meria, qui s'appelait Just Mining à l'époque, faut que j'arrête de... Non, ça faudra couper parce que j'ai plus le droit de le dire. T'as plus le droit de le dire? Non, c'est Meria, donc je reprends. Quand j'ai commencé chez Meria il y a quelques années, mais jamais on se serait dit les présidents américains vont se battre pour la thématique. Incroyable, moi, mais je regarde déjà, ça les ETF, déjà avec un saut de popcorn comme ça, tu vois. Exactement. Et tu regardes ça et tu fais ah ouais. C'est clair, c'est clair. Déjà, bon, les ETF, j'aurais pas cru ça de mon vivant. Ouais. Ensuite, ils se bagarraient pour ça. Donc, ce qui va peut-être pénaliser l'Europe. Parce qu'on peut le dire, du coup, là, on fait les blagues entre nous, mais donc Joe Biden et Trump sont en train de se livrer une espèce de course à l'échalote, on peut presque le dire comme ça, pour savoir lequel des deux aime le plus Bitcoin. Exactement. Pour l'instant, c'est Trump qui a l'air de gagner la course. Mais on est pas ils sont pas dupes, hein. Ils savent où est l'argent aujourd'hui pour la campagne. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est effectivement incroyable, alors qu'il y a encore un an, on entendait de la part de tous les responsables américains des déclarations surréalistes et en tout cas très hostiles vis-à-vis de Bitcoin et de la crypto en général, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc encore une fois, faut faire un parallèle parce que donc les États-Unis se reprennent en main sur la crypto. C'est très bien pour l'écosystème global. Ouais. C'est peut-être un peu moins bien sur l'Europe. On avait un petit océan, le mot est trop fort, mais on avait un petit océan bleu de 2-3 ans où la crypto était, si tu veux, Black Swan aux États-Unis. En Chine, n'en parlons pas. En Asie, c'était complexe. Et on a, on a construit Mika pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de Mika? Ça vient d'entrer en vigueur là, c'est une bonne chose pour l'écosystème en Europe? Je suis pas sûr. Je suis pas défenseur de la non-régulation à tout prix. Il faut un cadre législatif. C'est ça qui fait qu'une entreprise peut venir s'implanter. C'est ça qui fait que t'as des Binance, des machins qui viennent chercher des enregistrements PSAN. C'est ultra important. Maintenant, si tu me demandes si Mika est positif pour l'écosystème, j'ai envie de te dire non. Notamment avec les premières dispositions sur les stablecoins, voilà. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis que c'est pas positif pour l'écosystème. Ouais, ça va faire en sorte que les gens, notamment alors sur Tether qui a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à Mika, globalement les Européens vont vraisemblablement, à horizon quelques mois, quelques années, on verra bien, mais probablement plutôt quelques mois, vont avoir la grosse difficulté à accéder à du Tether et donc au pair. Parce qu'en fait, Tether opère BTC, USDT, etc. Là où il y a la liquidité finalement. Ouais. Et ça, c'est. Après, bon, c'est peut-être pour faire un pont d'or à USDC qui prenne encore plus de place, qui lui, je sais pas s'il est conforme ou s'il a l'intention de se conformer. Ils ont annoncé qu'ils étaient là, il y a 2-3 jours, ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de se conformer. Ouais. C'est ça. Voilà, donc, c'est vachement bien que les États-Unis, si tu veux, prennent ce pendant-là pour notre écosystème global à tous. D'un point de vue franco-suisse, parce que c'est les deux juridictions qui vraiment se détachent, dans lequel tu as un nombre d'acteurs assez significatif, ça va offrir une concurrence à l'étranger plus significative. Donc voilà.
Ok, d'accord. Et sur du coup sur les développements que t'anticipes à l'avenir, alors, c'est toujours compliqué de prévoir l'avenir évidemment si seulement on pouvait. Comment tu vois l'écosystème crypto évoluer Est-ce qu'il faut partir aux États-Unis si on veut être un entrepreneur crypto aujourd'hui? Non, je suis pas sûr, c'est encore trop tôt pour le dire. Après, si tu veux, je pense que un bon entrepreneur, il arrivera toujours à, peu importe la juridiction, sauf si vraiment c'est trop compliqué, mais Ouais. je pense qu'un bon entrepreneur, il arrivera partout. Euh, donc non, je pense pas qu'il faille s'expatrier aujourd'hui, en tout cas, aux États-Unis, parce qu'il y a encore d'autres barrières juridiques aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, c'est toujours plus simple de monter une boîte crypto en France ou en Suisse qu'aux States. Ok. Voilà. Comment tu te représentes tu sais, on a tous une espèce de carte mentale des crypto-actifs qui existent et de la crypto qui existe en général, avec la place de Bitcoin, la place de l'Ether, la place des autres coins dans cette carte mentale. Comment tu te structures, toi, mentalement, l'écosystème blockchain et crypto en général? Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à voir le prisme qui m'intéresse, c'est-à-dire le mapping out, moi, des acteurs qui interviennent. Celui que je vois le plus, moi, c'est la carte des acteurs qui interviennent dans le process de lancement d'un token, parce que aujourd'hui, c'est notre métier, et nous, on arrive très early stage. On est un petit peu la tête de l'entonnoir, et après, tu vas avoir une ribambelle d'acteurs et de piques-assiettes qui vont venir se greffer sur le chemin. Sans les nommer, tu vas avoir tout ce qui est exchange, qui aujourd'hui c'est quand même une véritable mafia. L'envers du décor pour lister un token, c'est un parcours du combattant. C'est terrible parce qu'on te demande des frais qui sont absolument faramineux. Ça coûte combien? Genre, on entend des chiffres. Alors, c'est 6 chiffres, c'est sûr, ou voire 7. 6 chiffres, alors 6 chiffres au minimum, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, si tu veux, comment ça se passe? Donc le succès, aujourd'hui un projet, tout ce qui est faire launch, etc., c'est quand même assez compliqué. Donc faire launch, si tu veux, c'est un lancement Équitable, éthique. Ouais, d'abord sur échange décentralisé, puis après, une fois que tu as atteint un certain volume, tu peux aller lister ailleurs. Ça, c'est le premier élément, mais voilà, donc le schéma traditionnel, c'est tu peux ou pas faire obtenir un contrat avec un launchpad pour lancer, mais ensuite, il faut vite que tu arrives sur un exchange parce que les utilisateurs de cet exchange, ça te permet de t'ouvrir à une nouvelle communauté, donc aujourd'hui, c'est un point de passage quasiment obligatoire pour le succès d'un projet. Et voilà, et là, donc tu as cette hiérarchie des exchanges qu'on classe en tier 1, tier 2, tier 3, sachant qu'en tier 1, grosso modo, tu vas avoir Binance, Coinbase, c'est à peu près tout. Kraken, mais bon, Kraken fait quasiment jamais de néo-listing. Et peut-être HTX, UOB, excuse-moi. Je confonds toujours les deux, donc c'est l'un des deux. Il y en a un qui est tier 3 et l'autre qui est tier 1, je les confonds. Ensuite, tu vas avoir des exchanges comme Gate.io, KuCoin, etc. Et puis après, tu vas avoir le reste, MEX, et voilà, quelques exchanges plus petits, LB Bank, etc. Et encore une fois, je veux dire, est-ce que c'est tier 2 ou tier 3 voilà, ça bouge tout le temps, donc voilà, ce sera peut-être plus la même chose le mois prochain. Et grosso modo, ça te coûte plus ou moins cher de lister sur un exchange là. Voilà. C'est-à-dire qu'un listing Binance aujourd'hui au bas mot, c'est 1 million d'euros, 1 million de dollars. Pour KuCoin et le reste, il faut compter à minima, je pense, 200 000 dollars. Voilà, et sinon pour les tier 3, ça va être 100 000 dollars minimum. Plus, en général, l'exchange va te demander des tokens non vestés. Ah, donc il gagne sur les deux tableaux, quoi. Bien sûr. Donc c'est vraiment un business de traite. Mais bon, en même temps, ils font de l'argent comme pas possible. Et voilà, d'un point de vue business, je vais pas leur jeter la pierre. D'un point de vue éthique, tu es à la fois la plateforme, à la fois partie, parce que voilà, le coût des tokens non vestés, c'est quand même, tu vois. Voilà, là, t'as le porteur, t'as ton investisseur sur ta propre plateforme qui est ton exit liquidity. Ça, le jour où le régulateur va mettre un peu son nez là-dedans, il va dire, il y a des choses qui vont pas là. Ouais. Pour moi, je comprends même pas qu'aujourd'hui ce soit encore possible. Voilà, à moins que voilà, mais après, tu sais, ça passe par des canaux. Voilà, mais la mafia dans la roadmap d'un listing projet,
Elle est compliquée. Et tu vois, je vais prendre l'exemple d'un projet dont je suis le premier investisseur, vraiment le numéro 1, qui s'appelle My Lovely Planet. Ouais. Projet que j'aime beaucoup, encore une fois. Qui fait quoi? Alors ça, je vais te le raconter, mais encore une fois, moi j'ai investi plus sur une équipe fondatrice. T'as un Clément qui a déjà monté un premier projet à succès, qui avait lancé un concurrent, entre guillemets, un concurrent de Google, un navigateur de recherche qui permettait de reverser les frais de pub à des associations caritatives. My Lovely Planet, c'est un jeu pour la planète qui permet aux utilisateurs de jouer, et quand tu plantes un arbre dans le jeu, ça le plante aussi dans la vraie vie, parce qu'il bosse aussi avec pas mal d'ONG, etc. Bref, et puis tu vois, My Lovely Planet, qui ont, je trouve, eu une exécution marketing la meilleure aujourd'hui d'un projet français qui se soit lancé. Ils ont fait face à ces mafias, et donc tu vois, et ils ont dû faire des choix, parce que tu avais certains exchanges qui leur demandaient des montants astronomiques, sauf que tu peux pas, en tant que porteur de projet, tu dois faire des choix. Est-ce que je vais effectivement mettre cet argent, mettre ce pot de vin là, ou est-ce que si tu veux, je garde cet argent, je fais mon jeu Blockchain for Good, et du coup je trouve d'autres solutions. Donc du coup ils sont passés par la case autre solution, pour peut-être y revenir après, mais je trouve qu'ils ont une exécution parfaite. Mais voilà, je veux dire, tu te rends compte, 150 000 balles ou 200 000 $, ce que ça représente comme budget. C'est sur une équipe naissante, bien etc. Sûr. Les gens ont passé capitaux là. Bien sûr, c'est un an de salaire d'équipe, voilà, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, et ça aujourd'hui, c'est l'envers du décor d'un listing token. Okay. Donc voilà, un sujet absolument intéressant. Comment t'es arrivé à la crypto? Ça fait un moment que t'es là maintenant. Écoute, ouais. Comment ça t'a pris? Moi, donc, bon, si tu veux, pour revenir rapidement sur mon parcours, moi j'ai fait un master d'économie, et puis avant ça j'avais fait master de droit. Donc j'ai fini mon droit, je me dis merde, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Je repars à zéro, je refais un master, et puis je rentre en finance, du coup, par la petite porte, parce que j'avais pas fait un parcours en finance de marché comme j'aurais pu le faire si j'avais choisi ça dès le début. J'avais choisi le droit, je me suis trompé. Et donc, voilà, j'arrive, je mets un pied dans la finance, dans la banque d'investissement, banque privée. Mais comme je suis très débrouillard, j'apprends vite tout seul. J'intègre mon département. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, si tu veux, j'arrive à un poste très intéressant et en tout cas important en banque privée. Donc là, si tu veux, on se retrouve. Rappeler ce que c'est que la banque privée. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la banque privée. Ouais. Alors en plus, la banque privée suisse, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis en Suisse. C'est un autre délire là. Voilà, donc là, si tu veux, on accompagne, on ouvre des comptes pour des personnes très riches individuelles. C'est la banque pour les riches, quoi. C'est la banque pour les riches, minimum 5 millions en cash. Ouais. Voilà, et encore, c'est la tranche basse. Aujourd'hui, on est plus sur 10 millions. Voilà, et donc ces gens-là, il faut ensuite les conseiller sur leurs investissements. Il faut les accompagner dans toute la relation, etc. Et on arrive, donc on est deux à gérer un portefeuille à peu près de 2,5 milliards. Donc c'est l'un des plus gros du pays, en banque privée. Et donc voilà, ça a été mon parcours. Ensuite, je m'intéresse à la crypto sur le tard. J'étais pas un OG, j'étais pas un early. Donc on est à peu près en 2020, okay. 2019-2020. Et à ce moment-là, donc, moi j'investis à titre perso. T'as investi sur quoi à titre perso en 2019-2020? J'ai fait. Après, je suis rentré sur Elrond, mais ça a été juste après quand j'ai rejoint Meria. Mais voilà, et donc en fait, si tu veux, juste pour te finir ça, et puis après je répondrai, je veux entreprendre, donc du jour au lendemain, je quitte la banque, et puis je rencontre Julien Rodias et Owen Simonin, et puis je rentre chez Meria et Descoin, parce qu'à l'époque, les entités fonctionnaient un petit peu ensemble. Et puis donc voilà, ça a été mon pied dans la crypto. Ce sont des gens qui m'ont accueilli, ouvert leurs portes, tout appris. Je me souviens avoir posé à Owen la question. Je me souviens encore, c'était hier. Je leur pose la question, c'est quoi le stacking? On est en 2019-2020. Ils rigolaient à ma question. Parce que pour eux, c'était évident. Moi, je connaissais strictement rien. Donc, c'est quoi le stacking? À quoi ça sert une ledger? Et c'est Owen qui m'a filé mes premiers Ethers. Ok. Voilà. Mon premier Ether, ça valait 200 balles. Tu l'as encore? Ça veut dire non. Ah,
Ah, il y a eu trop de réflexions. J'ai ça, encore des évidemment. Ethers. Est-ce que c'était celui... Est-ce que c'était les mêmes? Voilà, je sais pas te dire, mais ouais, il me reste bien sûr, j'ai des Ethers. Mais voilà, et donc ça s'est fait comme ça. Et ensuite, donc au sein, si tu veux, de Meria, forcément, il y a des projets qui sont listés, donc on fait la délégation de stacking, et donc je rentre sur Elrond, je rentre sur Chiliz, je rentre sur pas mal de projets, donc Chiliz qui aura fait x100 ensuite, donc ça a été aujourd'hui l'un de mes meilleurs investissements, Elrond, et puis il y en a eu plein d'autres, hein. Il y a eu Tezos, peut-être reprendre parce qu'il doit l'entendre dans le micro. Ouais, c'est ok. Donc il y a eu Tezos, il y a eu Elrond, et il y a eu plein d'autres projets early stage qui ont suivi. Ok, cool. Voilà. Et ensuite, de fil en aiguille, Nomix. De fil en aiguille, voilà. Ensuite, j'ai monté une première boîte qui construisait des portefeuilles modèles réplicables, et c'est de là qu'est né Nomix. C'est de là qu'est né Nomix parce que forcément, quand tu fais de l'analyse fondamentale et que tu t'intéresses à des projets, tu regardes la tokenomics. De là, je recrute mon data analyst qui deviendra mon associé chez Nomix, qui est Yann Mastin, qui lui a une très forte compétence métier. C'est le premier à avoir rédigé des articles de recherche avec Pascal au sein de l'équipe en français sur la tokenomics. Et voilà, et on décide que c'est un pain point, qu'on va essayer de résoudre ce pain point-là, et de construire le standard économique, en tout cas de participer à la construction du standard économique blockchain. Ok, hyper intéressant. Trop bien, merci beaucoup pour ta participation à l'interview et puis pour le partage de ta vision Avec plaisir. Très inspirante de l'écosystème. Merci infiniment. Avec plaisir. Et si vous voulez regarder une autre interview d'un autre expert de la blockchain, vous pouvez regarder dans les fiches qui sont autour. Si vous souhaitez vous former à la blockchain ou à l'intelligence artificielle, vous pouvez aller sur alira.fr. Et si vous voulez en savoir plus sur le programme qu'on a fait avec Nomix, vous pouvez aller voir analyser un projet crypto sur le site d'alira.fr. Je vous dis à très bientôt et à bientôt. À bientôt. Salut.